La seconde présentation, qui promet d'être aussi intéressante que la première, va se faire maintenant. Cathy Tréguier, laboratoire environnement, ressources, Morbihan, Pays de la Loire, Ifremer. Votre étiquette principale, c'est quoi? C'est Ifremer ou c'est... Oui, je vais le préciser dans le début de la présentation. Voilà. Bon, alors, le Sablier vous laisse la parole. Merci, monsieur le Sablier. Donc, à la demande de cette conférence, je vais vous parler plutôt, moi, de surveillance environnementale et sanitaire dans le secteur de la Loire et de la Vilaine. Donc, effectivement, je suis responsable de ce laboratoire qui s'appelle Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire, qui est un laboratoire de l'Ifremer, qui est localisé sur 2 sites, une équipe à Nantes, une équipe à Lorient. En tout, nous sommes une quinzaine de personnes. Et nous avons une aire de compétences privilégiée, qui est le littoral des départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique et du Nord-Vendée jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nos activités qui se retrouvent donc au niveau de cette zone où se retrouvent les eaux de la Loire et de la Vilaine, dans cette zone qu'on appelle le Mortbrazi, donc se concentrent autour de la surveillance et de l'observation de la qualité du milieu. Nous avons également des activités de recherche qui sont surtout orientées vers justement les problèmes environnementaux qui sont posés dans notre secteur, et notamment les eaux colorées, c'est-à-dire les développements massifs de microalgues. Et nous intervenons également en avis et expertise pour les services de l'État. Donc, une petite généralité. Pourquoi surveiller le littoral? Je pense que si vous êtes là tous, c'est que vous êtes bien sensibilisés à la question, et que sur le littoral, on a un certain nombre d'activités, des activités conchilicoles, de pêche à pied, professionnelles ou récréatives et baignade, et que ces activités peuvent être impactées par tout ce qui se passe dans l'espace terrestre autour. Donc, on surveille d'une part pour protéger la santé humaine, soit d'organismes pathogènes, bactéries, virus, ou de composés toxiques, chimiques ou naturels. C'est l'objectif sanitaire. On surveille aussi pour évaluer la santé de l'écosystème, et Jean-Claude l'a montré tout à l'heure. Donc, on suit l'évolution dans le temps d'un certain nombre de paramètres. C'est un objectif plus environnemental. On surveille également pour évaluer la santé animale, donc des huîtres, des moules notamment, avec l'objectif de suivi de la santé de ces populations. Cet aspect-là ne sera pas abordé aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire sur l'apparition de tous ces réseaux. Donc, les problèmes sanitaires sont apparus à la fin du XIXe siècle. C'était des problèmes de fièvre typhoïde liés à la consommation de coquillages en Europe et aux USA. Et suite à ces problèmes, les professionnels qui voulaient pouvoir délivrer des produits sains aux consommateurs ont mis en place une surveillance de leurs coquillages qu'ils mettaient en vente. Donc tout ce système a évolué pour arriver en 89 à la création d'un réseau de surveillance qui s'appelle le réseau REMI, réseau de surveillance microbiologique, qui lui n'est plus la surveillance des produits qui partent de chez les consommateurs, mais la surveillance des zones dans lesquelles sont élevés les coquillages. Au niveau de la chimie, les premiers gros problèmes sont apparus après-guerre avec l'accélération de l'industrialisation. Et vous avez peut-être entendu parler des problèmes au Japon, des pêcheurs de la baie de Minamata qui étaient intoxiqués par les poissons qu'ils mangeaient en raison du mercure. Donc ces problèmes de chimie sont arrivés dans plusieurs endroits. Et en France, dès 1974, un réseau a été mis en place sur l'eau, qui s'appelait à l'époque le Réseau national d'observation. Certains ont peut-être l'historique de ça, qui après a travaillé sur les coquillages et le sédiment, et qui maintenant s'appelle le ROC, Réseau d'observation de la contamination chimique. Pour ce qui est des phycotoxines, donc ce sont les toxines qui sont produites par le phytoplancton, donc les microalgues, certaines microalgues en mer.
Donc, dès les années 70, on a pu observer ce qu'on appelle des eaux colorées, on y reviendra plus tard, donc lorsqu'il y a des développements excessifs de microalgues. Et en 1983, il y a eu des grosses intoxications diarrhéiques liées à la consommation de coquillages. Et suite à ces problèmes, donc, est né le réseau REFI, réseau phytoplancton, en 1984. Donc, tous ces réseaux de surveillance sont liés à des problèmes sanitaires. Donc, pour faire un réseau de surveillance, il s'agit d'avoir des lieux de suivi bien identifiés qui vont être suivis chacun sur un lieu bien précis, que ce soit pour les coquillages sur l'estran ou en mer. On a également un protocole, donc une programmation avec des fréquences plus ou moins importantes selon le réseau. Les protocoles pour les prélèvements, bien sûr, doivent être bien définis, ainsi que pour les analyses, afin de pouvoir après comparer les résultats entre eux. Et on doit pouvoir avoir une gestion des résultats, donc en diffusant les résultats à des listes lorsqu'il y a un objectif sanitaire. On doit également stocker les données de façon sécurisée. Il s'agit de données publiques, donc qui doivent être, selon les nouvelles réglementations, disponibles pour le public. Et ces résultats doivent pouvoir être comparés, bien sûr, à des seuils pour savoir quelle est la qualité de l'eau. Donc, dans un premier temps, on va parler de ce fameux réseau microbiologie. Donc, cette diapo, vous l'avez souvent vu aussi. Donc, tout ce qui peut impacter la qualité microbiologique des élevages conchilicoles provient du bassin versant, c'est-à-dire la zone terrestre dont les eaux vont se rejeter à un endroit donné. Donc, on a des réseaux d'assainissement, bien sûr, des épandages, des éventuelles maisons qui n'ont pas de raccordement au système d'assainissement, des défections dans ces réseaux. On a également l'avifaune qui peut être source d'apports bactériens et éventuellement des rejets d'industries agroalimentaires. Donc ces apports peuvent être assez localisés lorsqu'il s'agit d'un rejet d'épuration facile à repérer, mais ils peuvent être aussi beaucoup plus diffus dans certains cas. Donc le principe de ce réseau REMI, c'est à partir du constat de la présence potentielle d'organismes pathogènes, bactéries ou virus, comme on l'a vu pour les premières typhoïdes. Ce risque est présent en permanence. Et lorsque ces pathogènes sont présents dans le milieu marin, ils vont être concentrés par les coquillages, puisque, vous le savez, les coquillages sont filtreurs et c'est leur manière de se nourrir, de filtrer l'eau de mer. Mais en filtrant les éléments qui leur sont utiles, ils filtrent aussi les éventuels pathogènes présents. Or, il est difficile de suivre en permanence tous ces pathogènes, puisque ça fait une multitude d'organismes. Et donc est née au début des suivis, justement, au XXe siècle, la notion d'indicateur de contamination fécale. Donc, à partir des concentrations qu'on peut mesurer dans le milieu assez facilement, en une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui est donc une bactérie présente dans les intestins des humains, également des mammifères et des oiseaux. Donc, on en a entendu pas mal parler cet été, je pense, de cette bactérie avec les fermetures qu'il y a pu y avoir sur les plages ou les coquillages. Et les concentrations de cette bactérie permettent une évaluation du risque de présence de ces pathogènes. Donc, l'objectif du réseau REMI, il permet d'évaluer les niveaux de la contamination fécale dans les coquillages et de suivre l'évolution de ces niveaux dans le temps. C'est ce qu'on appelle la surveillance régulière, donc à des fréquences précises sur des lieux précis. Il permet également de mettre en évidence des épisodes inhabituels de contamination lorsqu'on a des concentrations plus élevées de bactéries dans les coquillages. Il s'agit de la surveillance en alerte, dont on va parler plus tard. À noter que les zones de pêche à pied récréatives ainsi que les zones de baignade sont surveillées par l'ARS. En revanche, ils utilisent également ce même indicateur Escherichia coli pour le suivi. Donc, le REMI, il est appliqué selon une réglementation européenne que l'État français est tenu de suivre. Cette réglementation demande que les zones où sont élevés les coquillages soient classées
selon leur qualité. Donc, dans les zones de production qui ont été définies, il y a un suivi de différents types de coquillages, puisqu'ils ne sont pas tous, ils ne réagissent pas tous de la même manière par rapport à la contamination. Donc, les huîtres, les moules, les palourdes, les télines, etc. Et en fonction des résultats qu'on peut acquérir sur 3 ans, on peut estimer s'il y a beaucoup de résultats qui sont très bons ou une moins grande partie de résultats bons ou beaucoup de résultats peu satisfaisants. Et en fonction de cette évaluation sur 3 ans, on peut classer les zones. Donc, on a les zones A, qui sont les zones où on a le moins de résultats élevés en concentration d'Escherichia coli, qui permettent que les coquillages de ces zones soient consommés directement, vendus directement pour la consommation humaine. Les zones B, qui nécessitent une purification avant consommation. Donc, c'est le plus souvent des bassins insubmersibles qui sont gérés par les conchiliculteurs avec de l'eau pompée et oxygénée de manière adéquate. Et des zones C, donc je ne pense pas qu'on en est dans le secteur, où là, il faut un traitement beaucoup plus important pour pouvoir consommer les coquillages. Je peux vous interrompre une seconde. Vous pouvez dire ce que c'est que le recarpage ? Alors, le reparquage, c'est-à-dire de prendre des coquillages et de les mettre dans une zone de meilleure qualité A. Donc, on va emmener les coquillages dans une zone de bonne qualité et laisser les coquillages s'épurer pendant un certain temps. Donc, à savoir que lorsque les coquillages ont été contaminés par des bactéries, pour ce qui est des Escherichia coli, par exemple, la décontamination va se faire très rapidement. La contamination est très rapide, mais la décontamination aussi. Donc là, je voulais vous faire un focus sur les différents rôles des intervenants dans le cadre du REMI. Donc au départ, bien sûr, c'est le ministère de l'Agriculture, et donc au travers de son service qui s'appelle la Direction Générale de l'Alimentation, la DGAL, qui est responsable de faire appliquer la réglementation européenne dans le pays. Donc, IFREMER appuie le ministère pour définir les prescriptions et les protocoles pour le suivi et intervient en tant que de besoin pour conseiller les services de l'État. Ensuite, la déclinaison de ce réseau se passe dans les départements. Donc, ce sont les préfets qui, avec ces services, donc la Direction départementale des territoires et de la mer, et la Direction départementale de protection des populations, donc anciennement les services vétérinaires. Ce sont ces services de l'État qui mettent en œuvre localement et qui coordonnent le suivi. Donc pour ce faire, ils délèguent les prélèvements et les analyses. Donc sur notre secteur, ce sont les laboratoires du groupement Innovalis qui sont chargés de gérer les prélèvements et les analyses. Certains prélèvements vont être sous-traités à d'autres opérateurs. Donc nous, IFREMER, on n'intervient plus du tout dans cette partie du réseau. Ensuite, nous recevons les résultats d'analyse, nous continuons, IFREMER, à les recevoir. Et lorsque des résultats sont supérieurs au seuil, je vous ai parlé tout à l'heure de la surveillance en alerte, lorsque des concentrations étaient plus élevées que certains seuils, nous émettons des bulletins d'alerte qui, selon les cas, peuvent amener les préfets à interdire la consommation des coquillages. Et nous fournissons également tous les ans un bilan sur la qualité des zones avec chaque année les résultats des 3 années précédentes qui permet d'estimer si les zones sont de qualité A ou B, voire moins. Et donc nous avons toujours le rôle de saisir les résultats dans la base de données nationale. Comme je vous l'ai dit, ce sont des données qui doivent être disponibles pour le public. Et donc les préfets, comme j'ai dit, ce sont eux qui prennent tous les arrêtés qui éventuellement interdisent ou les arrêtés qui classent ces fameuses zones de production. Donc dans la zone qui nous intéresse, on voit que le suivi du réseau REMI est assez dense. Donc on recense environ 34 lieux qui sont échantillonnés selon les cas une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des résultats sur tous les lieux. Je vais vous montrer un petit exemple donc, de ce qui est rendu comme résultat. Donc ici, on se trouve dans le sud de l'estuaire de la Loire, à la Roussellerie.
Et donc, nous produisons tous les ans un rapport qui s'appelle « Qualité du milieu marin littoral », qui reprend pour chaque lieu les résultats, pour le coup, qui reprend les résultats sur 10 ans. Donc, sur le graphique de gauche, vous voyez les résultats, donc les 12 résultats de chaque année depuis 2013, ce qui permet de voir s'il y a éventuellement une tendance à l'amélioration ou à la dégradation. Un test statistique est appliqué qui permet ensuite de confirmer ou pas qu'il y aurait une tendance. Donc là, c'est sur le dernier bulletin avec les résultats jusqu'en 2022. Donc on voit les seuils qui sont affichés en pointillés. Et sur le graphique de droite, ce sont les résultats par mois, c'est-à-dire que sur janvier, on va avoir les 10 résultats des 10 mois de janvier des 10 dernières années, ce qui permet éventuellement de voir une tendance saisonnière. Donc là, par exemple, sur ce point-là, on voit que janvier, février, sur les 10 dernières années, ont eu tendance à être plus contaminés que les autres mois. Donc, ce qui permet d'apporter éventuellement des indications sur l'origine des contaminations. Donc, ces rapports-là sont produits tous les ans, en plus des rapports de la qualité, de l'estimation de la qualité qui sont produits pour les services de l'État pour le classement des zones. Donc, en résumé, sur les 34 lieux que je vous ai indiqués, on n'observe pas de tendance significative. Il y a une petite erreur, 3 zones. On a observé 3 zones qui présentent une tendance à l'amélioration sur 10 ans. Donc là, je vous parle de résultats acquis jusqu'à fin 2022. Les résultats 2023 ne rentrent pas dans ce que je vous raconte. Donc il y a un lieu dans le trait du Pen B, un lieu sur la plage, dans la baie de la Baule au Pouliguen, et un lieu sur les moules de l'estuaire de la Loire. Selon nos tests statistiques, aucune zone ne présente de tendance à la dégradation. En 2022, donc on a observé 13 alertes pour dépassement du seuil, qui est une quantité assez importante, mais cependant de même niveau que les années antérieures. Et 33 alertes préventives, c'est-à-dire lorsque on a une information, par exemple, d'un problème sur un réseau sur le réseau d'assainissement, le circuit d'assainissement, on peut être amené à déclencher des prélèvements pour vérifier si la contamination a atteint les zones de production de coquillages. Donc ce sont les 33 alertes préventives et qui, dans ce cas-là, il y a eu 33 alertes qui n'ont pas donné lieu à un dépassement de concentration en Escherichia coli. Et la majorité des zones dans notre secteur est classée B, c'est-à-dire qu'on doit passer en bassin insubmersible avant de vendre les coquillages. Donc, à savoir que ces contaminations-là sont très locales, elles sont très fugaces. Donc, comme je vous ai dit, les coquillages se contaminent vite, mais se décontaminent vite aussi. Et donc, on peut passer à côté. C'est pour ça qu'on estime la qualité sur 3 ans pour avoir une bonne vision. Elles peuvent provenir de nombreuses sources, comme je vous ai dit, donc soit des problèmes d'épandage, des problèmes de stations d'épuration ou de réseaux d'assainissement, des post-relèvements qui seraient en défaut, soit des assainissements individuels, soit des mauvais branchements qui se font aussi, qu'on voit toujours dans les constructions pas si anciennes que ça, des fois, l'inversion entre le réseau pluvial et d'assainissement. Et donc, on a dit que ce réseau avait pour but d'estimer le risque en termes de pathogènes. Et donc, à savoir que les virus, et notamment les norovirus, ne rentrent pas dans le classement des zones que je vous ai expliqué. Donc, pour faire un petit focus sur ces norovirus, ils sont responsables d'une grande partie des gastro-entérites essentiellement hivernales. Pour rappel, quand même, la principale source de contamination, c'est de personne à personne. Mais la contamination se fait également par des aliments infectés. Si une personne malade a manipulé des aliments, elle peut infecter ces aliments qui vont être consommés par les consommateurs. Donc, par exemple, ça peut être des aliments crus, des salades, etc. Donc, notamment si c'est quelqu'un qui va
faire la cuisine pour une collectivité, ça peut avoir de grandes conséquences. Et donc, parmi ces aliments, il y a les coquillages qui, eux, se retrouvent dans le milieu marin où sont présents ces virus et, de fait, après, peuvent de nouveau contaminer des personnes. Mais il ne faut pas focaliser non plus sur les coquillages, ce n'est pas la principale source. Ce virus est très résistant en mer et les personnes qui ont été en contact avec le virus peuvent excréter dans leur selle une grande quantité de virus. De plus, la dose infectieuse est faible et donc il a un potentiel épidémique très fort. Donc, comme ce sont des analyses coûteuses, il n'y a pas de suivi régulier dans les coquillages, il n'y a pas de réglementation européenne comme il y a pour sur le paramètre Escherichia coli. Mais lorsqu'il y a des toxi-infections alimentaires collectives, c'est-à-dire plusieurs malades qui sont malades en même temps, et qu'une enquête est menée et qu'on suspecte les coquillages, dans ces cas-là, on fait des prélèvements, donc déjà dans l'établissement d'où proviennent les coquillages, et des prélèvements également sur les zones de production d'origine des coquillages. Et si on retrouve effectivement ces norovirus dans les zones, c'est le préfet qui peut être amené à prendre un arrêté d'interdiction des coquillages pendant une certaine période, avec concertation avec un certain nombre de partenaires comme les ARS, la DDPP, l'IFREMER, etc. Voilà, j'en ai fini pour la partie microbiologie. Je ne sais pas si c'est bon, je peux continuer. Madame, premier rang. Merci. Oui, je voulais savoir, on a vu la statistique sur une zone du côté de Pornic. Je voulais savoir si vous aviez des informations à nous donner. Moi, par exemple, sur le trait du Croisic, au niveau, vous nous avez parlé des réseaux d'assainissement, si sur Pimbron, qui est actuellement occupé par la communauté ukrainienne, et sur la ville du Croisic, est-ce qu'on est aux normes au niveau assainissement? Est-ce que ça a des conséquences justement sur la bactériologie, sur les coquillages du trait du Croisic? Qu'est-ce qu'on a comme info? Je vais répondre rapidement pour pouvoir passer rapidement au sujet suivant. Au niveau assainissement, bien sûr, nous, on n'est pas forcément... on n'intervient pas dans cette partie-là. Nous, on peut mettre en évidence des épisodes de contamination au travers des réseaux. Et ensuite, ce sont les gestionnaires qui sont chargés de vérifier la conformité des réseaux, de faire les travaux lorsque nécessaire. Donc, évidemment, le trait du Croisic n'est pas plus ou moins impacté que d'autres secteurs, puisque ce sont des zones où il y a beaucoup de population, où les rejets les stations d'épuration sont forcément proches du milieu marin. Et donc, je sais que les gestionnaires travaillent pour améliorer la situation. Là, on n'entend pas. Ah oui. Je me demandais s'il y avait connaissance, si vous aviez connaissance, en gros, des résultats sur les 3 dernières années. Alors pour venir faire cette présentation, je n'ai pas refait le bilan sur l'ensemble des zones, puisqu'on va quand même du nord de la Vilaine jusqu'au sud de la Loire. En revanche, sur les rapports dont je vous ai parlé, donc l'évaluation de la qualité, le bulletin de la surveillance, ainsi que les rapports d'évaluation de la qualité des zones, ils sont publics et ils sont sur un site qui est géré par l'IFREMER, qui s'appelle Archimer. Éventuellement, après, à la suite de la conférence, je pourrais envoyer des liens pour qu'ils soient mis à votre disposition. Et donc, chacun peut télécharger les rapports et regarder la qualité sanitaire sur son secteur. Vous ferez en sorte, Catherine, que ce soit dans le compte-rendu. Comme ça, tout le monde aura ce... Oui, j'en profite pour dire que vous l'avez vu, la conférence est enregistrée et donc comme il y a 2 ans, elle sera sur YouTube, conférence par conférence, et après on pourra mettre effectivement des liens pour que vous ayez les renseignements. Une question ici à gauche. Est-ce que on pourrait pas conserver les questions pour plus tard pour que je puisse... Je suppose que ça rebondit sur ça, parce qu'autrement, oui. Oui, c'est sur la question. En fait, vous dites que vous faites des prélèvements sur 34 lieux, une fois par mois ou tous les 2 mois. Est-ce que vous en faites beaucoup plus souvent l'été quand la population est multipliée par 10, par exemple?
Non, les stratégies ne sont pas basées là-dessus. Les stratégies de une fois par mois ou une fois tous les 2 mois sont basées sur le fait que la qualité des zones est stable ou moins. Les zones où il y a plus de variabilité sont prélevées tous les mois et les zones plus stables et qui ne sont pas proches de changer de catégorie peuvent être échantillonnées tous les 2 mois. Et donc, c'est simplement en cas d'alerte qu'on va faire des prélèvements supplémentaires. Merci. Donc, je vais passer à un autre sujet. Donc, le phytoplancton. Donc, contrairement aux bactéries, le phytoplancton, et comme l'a dit très bien Jean-Claude tout à l'heure, le phytoplancton, c'est un élément naturel du milieu et c'est même la base de toute la chaîne alimentaire en milieu marin. Donc, il produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Et c'est l'équivalent de tout ce qui est plantes en milieu terrestre. Donc le phytoplancton est indispensable à la vie et il ne provient pas du milieu terrestre. Il est alimenté grâce aux éléments nutritifs qui arrivent du milieu terrestre, mais il se développe en mer. Donc ce réseau a plusieurs composantes depuis quelques années. On a séparé la partie REFI plus environnementale qui essaye de s'intéresser à la distribution générale des espèces de phytoplancton, qui suit l'évolution de ces communautés dans le temps, dans le cadre notamment des changements environnementaux, et qui également évalue l'état écologique des masses d'eau au travers de ce critère phytoplancton. Jean-Claude a parlé d'autres critères sur les macroalgues, mais là on parle du critère phytoplancton. Et le Refitox, donc, qui suit les espèces productrices de toxines, celles qui sont susceptibles de s'accumuler dans les mollusques et de rendre les consommateurs malades. Donc, pour rappel, les espèces qui sont susceptibles de produire les toxines sont une infime quantité de la diversité du phytoplancton existant en mer. Et donc, lorsque des espèces productrices de toxines sont présentes, on analyse les toxines dans les coquillages. Donc, pour cela, la base de l'observation, c'est d'analyser des échantillons d'eau de mer au microscope et d'observer les espèces présentes. Donc, pour la partie plus observation et côté environnemental, on va dénombrer toutes les espèces présentes dans une cuve, ce qui nécessite un grand professionnalisme des personnes qui le font. Ça se fait 2 fois par mois. Pour les directives dont a parlé Jean-Claude précédemment, donc on va dénombrer uniquement les espèces dominantes, celles qui vraiment être présentes en grande quantité, ainsi que les toxiques une seule fois par mois. Et pour le REFI sanitaire, donc la partie dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, on ne va dénombrer que les espèces toxiques et les prélèvements vont être faits en fonction du contexte. Donc de même que pour le REMI, je vous ai présenté une diapo des différents intervenants. Je ne vais pas la reprendre, mais la grande différence avec le REMI, c'est que IFREMER continue à intervenir pour les prélèvements d'eau et les analyses des échantillons d'eau, donc c'est-à-dire le dénombrement des espèces, alors que pour les coquillages, donc aussi bien les prélèvements que les analyses de toxines dans les coquillages, qui sont des analyses chimiques, ce sont les laboratoires Innovalis qui ont été chargés par les services de l'État de le faire. Ensuite, la restitution des résultats n'est pas tout à fait la même que pour le REMI, puisque là, on le verra, on diffuse des bulletins hebdomadaires. Et ensuite, on saisit également les résultats dans la base de données. Et donc, les préfets prennent, si besoin, des arrêtés de fermeture en fonction de ces résultats hebdomadaires diffusés. Donc, pour ce qui est des prélèvements, on y va généralement en bateau, avec des bouteilles à prélèvement, comme on voit sur l'image de gauche, qui permettent de faire un prélèvement à une certaine profondeur bien définie. Et également, comme on voit sur l'image de droite, on mesure un certain nombre de paramètres, la température, la salinité, la fluorescence qui représente la quantité de chlorophylle, la turbidité, donc qui sont associés à nos prélèvements. Donc pour préciser, si on suit ce REFI, c'est qu'il y a différentes toxines qui peuvent être présentes dans les coquillages. Donc, on a classé les 3 grands types de toxines. Donc, à gauche, le dinophysis qui produit des toxines diarrhéiques ou lipophiles.
Ce sont des troubles, donc diarrhée, vomissement, nausées, qui interviennent 2 à 12 heures après ingestion. Et on a pu observer des personnes malades dès la présence de dinophysis dans l'eau. Il n'y a pas besoin de grande concentration. On distingue ensuite des toxines de type paralysante qui sont produites par l'algue Alexandrium. Donc, elles qui peuvent intervenir très vite après ingestion et qui peuvent entraîner des engourdissements et des paralysies locales. Ici, on voit qu'il y a, selon les espèces, selon les différents types d'Alexandrium, entre 5000 et 10 000 cellules par litre nécessaires pour que les effets se fassent ressentir chez les consommateurs. Une troisième catégorie, ce sont les toxines amnésiantes, produites par les espèces du type Pseudonychia, qui vont provoquer également vomissements, diarrhée, mais également peuvent produire des fourmillements, des troubles neurologiques. Et elles, pour que des effets soient sentis chez les consommateurs, il faut beaucoup plus grandes quantités de cellules dans l'eau, de 100 000 à 300 000 cellules, selon les espèces. Donc, tout comme pour le REMI, on a des stations REFI, donc je vous ai dit dans l'eau. Tous les suivis qui sont faits à vocation environnementale, donc 1 fois par mois ou 2 fois par mois, permettent de détecter l'apparition de ces espèces produisant des toxines dans l'eau. Et en fonction de l'apparition de ces toxines dans l'eau, on va déclencher les stations REFI en rouge ici, qui sont les stations REFI sanitaires. Donc, si un lieu surveillance ou observation observe ces espèces, on va déclencher les lieux en rouge qui sont autour. Et c'est lorsque on va observer les espèces toxiques dans les lieux donc du REFI sanitaire que l'on va déclencher des prélèvements sur les coquillages, sur les lieux que vous avez ici, comme des étoiles jaunes. Donc, les analyses vont être faites dans les coquillages par le laboratoire. Et nous, avec les résultats, on va émettre un bulletin qui s'appelle le bulletin REFI Infotoxine. Il est édité à fréquence hebdomadaire, voire plus s'il y a un événement important qui nécessite d'être porté à la connaissance des services de l'État. Donc ici, vous avez le bulletin qui est paru jeudi dernier. Donc, on a en rouge les cases où on a trouvé des toxines. Donc là, ce sont les toxines lipophiles, les toxines liées à dinophysis. En rouge, celles où on a trouvé des résultats supérieurs au seuil. Le seuil étant de 160 microgrammes de toxines. Donc, on voit des résultats beaucoup plus élevés. Les cases en jaune, les cas où on a relevé de la toxine mais inférieure au seuil, et en gris, les cas où on a relevé très peu de toxines. Donc on a ces résultats-là pour l'ensemble des lieux, et on a également les résultats des dénombrements des espèces dans l'eau. Donc ici, on voit que par exemple, pour les moules qui sont présentes donc, sur les zones de la Pointe Castelli, eh bien, les résultats sont toujours positifs et donc cette zone-là est toujours interdite à la pêche. Les autres secteurs étant rouverts. Donc ça, c'est la diffusion sur le temps court pour l'aspect sanitaire. Ensuite, pour le temps un peu plus long, on peut faire des bilans de la présence de ces microalgues. Donc, je vous ai parlé des bulletins de la surveillance tout à l'heure qui sont sur un site qui s'appelle Envlit. Et donc, sur ce site, on peut aussi aller regarder un peu ce qui se passe dans nos secteurs. Donc, je vous ai mis, par exemple, les résultats de 2021 avec en rond bleu les concentrations maximales qui ont été observées en Alexandrium sur le secteur Loire-Vilaine. Donc, on voit que la partie Vilaine présente des concentrations en Alexandrium beaucoup plus importantes, par exemple, que le secteur Large-Loire. Et en dessous, c'est pour le dinophysis. Donc, on a également les concentrations maximales qui ont pu être observées en 2021 avec des problèmes plus importants plutôt autour de l'estuaire de la Loire et jusqu'en rade du Croisic plutôt que dans l'estuaire. Je vous ai dit la Loire, la Vilaine, et jusqu'en rade du Croisic plutôt que dans la Loire.
Ce sont des exemples, bien sûr. Après, chacun peut aller regarder les informations choisies. Et dans le bulletin de la surveillance dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a également plein d'informations sur ce réseau REFI. On peut également observer donc, sur les dernières années et dans les différents secteurs qui nous intéressent ce qui s'est passé. Donc, par exemple, pour chaque année, on a le maximum de concentration en toxines pour les toxines lipophiles qu'on a pu observer. Donc, on voit que régulièrement, et sur les différents secteurs, surtout en Vilaine, on dépasse les seuils sanitaires pour les toxines lipophiles. Donc le tableau du dessous pour les toxines paralysantes, on voit qu'on n'a pas détecté les toxines en faible quantité, ni supérieures au seuil sanitaire, mais qu'on aurait tendance à les détecter de façon non quantifiable un peu plus souvent ces dernières années. Je voulais vous faire un petit focus. Donc là, on sort un peu du sanitaire. Mais on arrive sur la partie plutôt suivie des eaux colorées. Donc c'est lorsque les concentrations en microalgues sont tellement importantes que ça colore l'eau de mer. Donc avec 3 exemples ici, une eau colorée à une espèce qui s'appelle Noctiluca scintillans, et d'ailleurs qu'on voit fluorescer la nuit. Donc ça se passait sur la zone d'Étel en mai 2015. Un exemple d'eau colorée à une autre espèce qu'on voit qui est apparue depuis... Enfin, l'espèce n'est pas apparue, mais les eaux colorées qu'elle produit arrivent depuis 2021 en Belle-Vilaine. Des eaux colorées qui donnent une couleur marron à l'espèce Lingulodinium. Et des eaux colorées vertes qui sont beaucoup plus fréquentes depuis plusieurs années dans nos secteurs. On en a vu pas mal, notamment au large de la Vilaine et en baie de la Baule, par exemple. Donc celle-ci, c'est une eau colorée d'août 2022 dans l'estuaire de la Vilaine, liée à une espèce qui s'appelle l'Epidodinium chlorophorum. Donc nos projets de recherche du laboratoire viennent pour essayer de comprendre l'apparition de ces espèces, essayer de trouver sur quels moyens on pourrait agir pour les diminuer. Et donc, vous pouvez aider les chercheurs grâce au réseau Phénomère, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un réseau d'observation citoyenne. Et donc, lorsque vous êtes sur le littoral, que ce soit à terre ou sur un bateau, et que vous observez une coloration anormale de l'eau de mer, vous pouvez photographier, si possible prélever de l'eau avec une toute simple bouteille d'eau que vous auriez avec vous, et signaler sur l'application. Donc l'association Estuaire Vilaine-Loire est partenaire et est susceptible de nous transmettre les échantillons qui nous permettent, nous, de vérifier qu'on a affaire à un phénomène lié au phytoplancton et qui nous permet d'identifier l'espèce responsable. Vous avez quelques bulletins, enfin quelques petits bulletins là, qui donnent ces renseignements, qui sont pour... On s'arrête. Ah non, oui, monsieur. Merci. Pour compléter la question de madame, ça a été dit d'une manière un peu rapide, mais il y a des analyses qui sont faites parmi les professionnels, mytiliculture, conchyliculture, toutes les semaines pour des raisons sanitaires justement. C'est-à-dire que les coquillages mis en vente sont contrôlés chaque semaine, régulièrement, avant même que les professionnels, même si c'est en bassin, vendent leurs produits, quoi. Voilà, c'était pour ça. Et puis autre chose, le phytoplancton dont vous venez de parler, vous avez parlé d'une fréquence un peu plus élevée ces dernières années. Est-ce qu'il y a une relation, directe ou indirecte, je dirais, avec ce réchauffement des eaux ? Effectivement, alors on va parler de réchauffement des eaux, mais plus généralement de modifications climatiques, avec des grosses pluies ou des sécheresses, le réchauffement effectivement global des eaux. Et effectivement, ce qu'on risque de voir arriver, c'est une fréquence plus importante de ces développements d'eau colorée. Merci. Et pour préciser sur votre première remarque, c'est vrai que moi je n'ai parlé que du réseau REMI et REFI sanitaire que nous
qui est mis en œuvre par les services de l'État, mais bien sûr, il y a des contrôles, des autocontrôles et des contrôles des services de l'État aussi chez les professionnels qui vont en plus de ce que nous on fait. Mais là, c'est chez les professionnels. Donc, on suppose que ça pourrait être effectivement le réchauffement de l'eau, mais est-ce que Ifremer fera des analyses ou d'autres laboratoires feront des analyses en conséquence pour qu'on sache réellement que c'est lié au réchauffement? Parce que s'il y a un apport, d'abord, s'il y a beaucoup plus de phytoplancton en masse, ça veut dire qu'il y aura aussi des risques à la fois sanitaires et même en termes de conchyliculture ou pour les professionnels de la méticulture qui, eux, ont leur moule dans l'eau et qui ont ces mêmes risques-là. C'est-à-dire est-ce qu'il y aura un suivi de ça? Est-ce que l'eau de mer se réchauffant, est-ce qu'il y a, parallèlement à ce que vous faites vous, est-ce qu'il y aura aussi ce suivi de façon à mettre en corrélation ces deux phénomènes? Ouais, en fait, là, on est plutôt sur des projets de recherche que l'on mène pour essayer de comprendre le phénomène. Ainsi que je l'ai dit, donc il y a peu d'espèces qui produisent des toxines, mais cependant, les développements massifs de microalgues sont nocifs pour le milieu, puisque ces microalgues, elles meurent au bout d'un moment et elles se déposent au fond. Au fond de l'eau, elles sont dégradées par des bactéries, et ces bactéries, au contraire du phytoplancton qui lui produit de l'oxygène, vont en consommer, ce qui provoque des baisses d'oxygène au fond de la mer qui sont très nocifs pour les organismes marins. Donc là, nous, on continue notre suivi pour vérifier l'évolution, mais parallèlement à ça, on développe des projets de recherche pour essayer de comprendre comment arrivent ces blooms, puisque effectivement, il faut des éléments nutritifs dans le milieu pour que ces phytoplanctons se développent, mais plus ça va, plus on comprend qu'il y a les éléments nutritifs peuvent être dans le sédiment, être remis en suspension et contribuer à l'alimentation de ces blooms. Et c'est toute cette mécanique qui est très très compliquée et qu'on essaye de mieux connaître, mieux comprendre avec nos projets de recherche. J'ai une diapo à la fin du diaporama sur un des projets sur lequel on est en train de travailler. Il y a un suivi à la question. Oui, c'est juste dans le cadre de ce que vient de dire madame. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, on me l'a reproché tout à l'heure dans le couloir, Rémi Gautron, Guérande Environnement Association. Moi, je veux parler d'une façon très, très terre-à-terre encore, c'est l'information du public. Parce que personne n'ira consulter quoi que ce soit avant d'aller chercher quelques moules, y compris par Internet aujourd'hui. Ce n'est affiché nulle part, ou alors il faut le chercher. Alors, tout le monde va comprendre ce que je vais dire. Il y a, pas le week-end dernier, le précédent, marée de 112. Temps, température, météo splendide. Nous, on a fait un reportage de 200 photos sur la presqu'île de Pimbron. Pour d'autres raisons, mais pour cette raison-là aussi. Je n'ai jamais vu autant de pêcheurs à pied. Alors que j'ai lu dernièrement, je ne vais pas vous dire le chiffre, mais que pendant l'année 2023, ça a été le record d'interdiction de la pêche à pied par arrêtés préfectoraux sur la côte ici. Les gens ne sont pas au courant, s'en fichent quand on leur dit, et les pêches sont maigres en plus, mais enfin peu importe. Et je vais rajouter à ça que cette population de pêcheurs à pied ne dispose d'aucun système pour aller aux toilettes, ne serait-ce qu'un week-end, et que la pollution bactériologique qui suit une journée avec une telle affluence est à un tel point que c'est inadmissible. L'année dernière, la route de Six-Sables a été interdite à la population par arrêté municipal parce qu'il y avait des excréments humains partout et que les analyses étaient mauvaises. Qu'est-ce que l'on va faire pour résoudre ces problèmes-là? Merci. Est-ce que c'est une information qui est du domaine de la préfecture, ça, non? Alors, pour répondre à la première partie de la question, comme vous l'avez dit, les arrêtés préfectoraux sont pris et ensuite il revient au maire de chaque commune de faire de l'affichage des zones qui sont interdites. Après, il y a pas mal d'affichage en mairie ou l'affichage sur site, in situ. Des tableaux, des panneaux sur site. C'est de la responsabilité des maires. Après, comme vous l'avez dit aussi, il y a pas mal d'incivilités. Moi, j'ai entendu des maires dans d'autres secteurs dire « on se fait arracher nos panneaux ».
Les gens, même si on leur dit que c'est interdit, certains, ils y vont quand même. Donc là, alors après, on dépasse le cadre de cette conférence et le cadre du rôle d'Ifremer. Moi, je peux juste apporter cette précision-là. Merci. Je vais peut-être poursuivre sur la contamination chimique et puis s'il y a d'autres questions à la fin, on pourra les prendre. Nous avons encore un quart d'heure. Je vais essayer de faire vite. Tout compris. Je vais essayer de faire vite. C'est le sablier qui parle. Donc, pour ce qui est de la contamination chimique, donc elle vient majoritairement, de même que la contamination microbiologique, du bassin versant et avec les rejets notamment industriels. Elles peuvent également venir de pollution marine, les tristement célèbres marées noires ou même des dégazages. Elle peut également, certains métaux par exemple, sont présents naturellement dans la croûte terrestre et sont naturellement présents dans l'eau et notamment sont même indispensables à la vie. Ensuite, il y a tout ce qui est pesticides, etc., qui, eux, sont des composés fabriqués par l'homme et qui sont toxiques. Donc, pour ce qui est de la surveillance chimique, c'est assez compliqué de la suivre. Donc, l'origine des pollutions est très diverse. Il y a beaucoup de composés chimiques à mesurer. Et pour chaque composé chimique, ce sont des méthodes d'analyse différentes et très complexes. Les composés, selon qu'ils soient volatiles, donc qui vont facilement se diffuser dans l'atmosphère, qu'ils soient hydrophiles, donc se dissolvant bien dans l'eau, ou hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer plutôt sur des particules ou sur les coquillages. Donc ça modifie complètement les analyses qu'on va en faire. La salinité aussi de l'eau de mer est un élément qui va compliquer les analyses. Les chercheurs qui travaillent en milieu marin sont obligés d'adapter les méthodes d'eau douce parce que la salinité est un élément qui complique l'analyse. Et dans l'eau de mer, bien sûr, on a une dilution très importante, ce qui fait qu'on va travailler, un peu comme pour le REMI où on travaille sur les coquillages, on va travailler également sur les coquillages et sur le sédiment. Donc, comme on l'a vu en début de conférence, on estime la qualité chimique des coquillages et on suit l'évolution de leur contamination depuis 1979. Dans le cadre du suivi sanitaire, on l'utilise depuis 2008. Et également, il a un objectif environnemental pour les mêmes directives dont on a parlé, dont Jean-Claude a parlé précédemment. Ce sont également des données utiles pour avoir un état de base afin de suivre des éventuelles pollutions accidentelles. Donc, des précédentes marées noires ont permis d'estimer quand est-ce qu'on revenait à la situation normale. Et le fait d'avoir ces valeurs en permanence sont un élément important pour suivre les épisodes de pollution. Et pour aller plus largement, il y a également des campagnes d'analyse qui sont faites dans les sédiments, ainsi que des tests biologiques qui sont, tous ces éléments sont complémentaires pour avoir une meilleure connaissance de la qualité chimique de nos secteurs. Donc l'Imposex, c'est par exemple un test biologique sur un petit gastéropode dont les caractéristiques sexuelles sont modifiées en présence de pollution. Donc, on a un certain nombre de substances qui sont suivies dans un objectif sanitaire. En rouge, je vous ai précisé ce qui est suivi pour le classement de zone des mollusques bivalves. Donc, je ne vous ai pas dit au moment de la partie REMI, mais il suffit pas, la qualité n'est pas estimée que pour l'aspect microbiologique, mais également pour l'aspect chimique avec 3 métaux, le plomb, le cadmium, le mercure, et des HAP, c'est-à-dire hydrocarbures, une somme d'un certain nombre d'hydrocarbures et dont les concentrations doivent être en dessous d'un certain seuil pour que les zones puissent être classées A ou B. Et ensuite, pour les directives, notamment la directive cadre sur l'eau, donc il y a 45 substances ou familles de substances prioritaires qui sont préconisées que l'on doit suivre, mais seulement 15 de ces substances disposent d'un seuil auquel on peut les comparer, c'est-à-dire un seuil qui dirait qu'en dessous de ces concentrations, il n'y a pas d'effet pour l'environnement, puisque ce sont des travaux de recherche très compliqués. Donc, je vous ai mis ici rapidement les types de substances qui doivent être recherchées au titre de ces directives. Donc, ces apports de contaminants chimiques sont beaucoup plus globaux et
on va dire que la qualité est beaucoup moins fluctuante dans l'espace et dans le temps, ce qui fait qu'on a un réseau de suivi beaucoup plus lâche que pour les autres réseaux. Globalement, les apports qui arrivent par exemple par la Loire vont être dilués et vont se répartir beaucoup plus uniformément qu'un apport microbiologique par exemple. Donc ici, pareil, je ne vous ai pas mis tous les résultats qui existent, mais on voit par exemple donc, ici à la sortie de la Loire, au niveau de la pointe de Chemoulin, on a par exemple la concentration en plomb qu'on a vu diminuer ces dernières années. Ces concentrations ont pu être reliées à une industrie qui était présente sur la Loire et qui produisait des composés qui étaient inclus dans les carburants au plomb. Et depuis que le plomb n'est plus dans les carburants, on voit que, donc là c'est sur des moules, on a pu observer que la quantité de plomb était en diminution. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Parallèlement à ça, le cadmium, lui, est resté stable dans le secteur. On voit en haut, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, le seuil sanitaire donc, qui est à 1,5. Donc on voit que même avec des concentrations importantes en plomb, on restait inférieur au seuil sanitaire. Pour ce qui est du lindane, donc, qui est un insecticide qui a été interdit depuis 1998, on voit effectivement, toujours sur cette zone de Chemoulin, que les concentrations ont également diminué dans les moules. En revanche, sur le secteur de Penbe, par exemple, on voit que même dans les années 90, on avait relativement peu de dépassement de seuil pour ce paramètre. Je vous ai dit qu'il y avait des coquillages, mais également des sédiments. Donc les campagnes sédiments ne sont pas faites tous les ans, elles sont faites tous les 6 ans. Donc à titre d'exemple, ici, on a mis des composés qui ont pu être détectés à la sortie de l'estuaire de la Loire. Donc en PCB pour la partie gauche, donc les PCB sont des composés qui ont été pas mal utilisés dans les transformateurs électriques par exemple. Donc on voit autour de la zone de Saint-Nazaire une zone de concentration plus importante de PCB dans les sédiments. Et également à droite, fluorantène qui est un hydrocarbure, on voit des petites zones de concentration de fluorantène, donc en lien certainement avec la zone portuaire de Saint-Nazaire. Ceci dit, si on veut relativiser par rapport à une zone plus large, on va trouver des concentrations moins importantes, par exemple, que dans la rade de Brest ou la rade de Lorient. Donc, pour les spécificités, il faut savoir aussi que les métaux ne se concentrent pas de la même manière dans tous les coquillages. On va mettre plusieurs coquillages dans un même secteur. On ne va pas trouver les mêmes concentrations dans les chairs. Donc, il faut toujours relativiser ça. Par exemple, les moules régulent le cuivre, c'est-à-dire qu'elles l'utilisent dans leur physiologie, ce qui fait que les concentrations varient peu. Donc, ce serait un mauvais indicateur de vérifier les concentrations de cuivre dans les moules. Donc, comme on l'a dit, la zone noire-vilaine ne présente pas de concentration particulièrement élevée par rapport aux valeurs nationales. Donc, on a des soucis, par exemple, beaucoup bien plus importants dans l'estuaire de la Gironde, par exemple, pour un certain nombre de paramètres. La rade de Brest avec la rivière de l'Aulne aussi sont sous le feu des projecteurs, malheureusement, par rapport à certains paramètres. Et donc, il faut savoir que sur 140 000 substances environ, dans le bassin Loire-Bretagne, il y a un suivi de 30 substances environ, puisque c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui préconise ces suivis, souhaite que les suivis soient faits lorsque l'on a des limites de quantification correcte, c'est-à-dire que l'analyse chimique permet d'avoir une détection suffisamment basse et qu'on a des seuils pour comparer. Il faut savoir que de nouvelles substances sont créées en permanence par les industries et que nous, la recherche, chaque fois, on est obligé de mettre en place des nouveaux protocoles d'analyse, d'étudier les effets de ces nouvelles substances et que forcément, on a un temps de retard sur le suivi par rapport à la création des substances. Donc, on a également dans les innovations, on veut dire, on travaille sur ce qu'on appelle des échantillonneurs passifs, donc qui sont des membranes qui sont immergées dans l'eau. Donc on voit en haut des systèmes, des petits ronds dans lesquels on attache des membranes qui sont placées dans des cages.
donc qui peuvent détecter des substances telles que les pesticides, par exemple. Et en immergeant la cage un certain temps dans l'eau, on va pouvoir avoir des résultats sur la contamination dans des zones où, par exemple, il n'y a pas de coquillage. Et en bas, sur la photo, on voit aussi une petite cage en plastique. Donc là, ce sont des membranes aussi qui vont, par exemple, détecter les métaux, toujours dans des zones où il n'y a pas de coquillage. Donc on innove en permanence pour essayer d'avoir une meilleure détection des substances. Celles-ci ne sont pas encore, ces échantillonneurs passifs ne rentrent pas encore dans la réglementation, mais c'est en discussion. Donc en synthèse, je vous ai mis un article de presse, même s'il est ancien, d'un cas qui s'est présenté en février 2012 avec des fermetures sur notre secteur pour beaucoup de raisons différentes. Et encore là, on n'avait pas les raisons phyto, puisque c'était une époque où il n'y avait pas d'espèces toxiques. Donc avec des contaminations bactériologiques sur des pêches de loisirs, des arrêtés également pour la protection des ressources, qui là dépassent le cadre de cette conférence, des infections alimentaires collectives par norovirus et une pollution localisée au fioul domestique. Donc ça reprend un peu ce que vous disiez, qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'interdictions, qu'après, il revient au service de l'État de faire respecter et aux maires des communes de faire l'affichage et l'information. Je pense que aussi les associations de pêcheurs essayent de faire ce qu'ils peuvent pour informer leurs adhérents de savoir qu'il est important de se renseigner avant d'aller pêcher. Après, il y a une telle quantité de pêcheurs que c'est difficile de pouvoir tout gérer. Et donc, pour en revenir à la question sur la suite, la dernière diapo, c'est un projet dans lequel on est impliqué, donc qui s'appelle Riomar. Donc, c'est un projet national. Nous, on est impliqués au niveau de la zone Bretagne Sud, Loire-Vilaine. Donc, l'objectif est d'observer et d'anticiper l'évolution des zones côtières au XXIe siècle et d'évaluer l'influence des activités humaines et des changements climatiques sur ce qu'on peut observer dans les zones côtières, notamment à la sortie des grands fleuves. Donc, ce projet a pour but, d'une part, de construire des scénarios d'évolution avec les gestionnaires. Donc, les gestionnaires qui, eux, sont chargés de travailler sur la gestion des milieux naturels, mais également la gestion d'évolution de la population, par exemple. Et les gestionnaires, par exemple, des SAGE, des schémas d'aménagement de gestion des eaux, qui, eux, sont chargés aussi de mettre en place des travaux pour restaurer la qualité donc, des cours d'eau, mais également des zones littorales. Donc, on définit aussi une évolution des systèmes d'observation qui vont permettre d'alimenter des modélisations, parce que tout ça se fait avec des modélisations, c'est-à-dire des évaluations théoriques qui permettent de reproduire ce qui se passe dans le milieu et pour arriver à simuler l'évolution des écosystèmes marins au XXIe siècle, donc en se basant par exemple sur les scénarios élaborés par le GIEC en termes de réchauffement, en termes de différents paramètres, de pouvoir les rentrer dans un modèle et ainsi voir comment le système pourrait réagir en fonction de ces évolutions. Et donc nous, notre laboratoire, on est impliqué en particulier sur la zone Bretagne Sud, Loire-Vilaine. Donc on va analyser les données historiques déjà pour comprendre cette évolution d'augmentation des blooms que l'on observe ces dernières années. Et justement, essayer une fois qu'on comprend mieux les conditions d'apparition des blooms, qu'est-ce qu'il faut comme conditions environnementales, comme nutriments dans l'eau, comme ensoleillement, etc., à l'apparition d'un bloom, essayer de les prévoir et en travaillant avec les gestionnaires, d'essayer de trouver quelles sont les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour essayer de les limiter. J'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu longue. Non. Je vais me permettre la première question. Catherine. Éducation, formation, information et éducation. Vous pouvez dire un mot sur les éventuelles relations, informations un peu particulières données par Ifremer aux établissements scolaires? Alors nous menons des actions de médiation
effectivement vers les scolaires. Nous sommes pas, nous dans les laboratoires, nous sommes pas forcément directement en lien avec les établissements, ponctuellement. On a un service de médiation à Ifremer-Brest qui s'occupe un peu de mettre en place un certain nombre de médiations. Localement, on essaye de faire notre part des choses en accueillant, par exemple, des stagiaires de 3e et en leur expliquant ce que l'on fait. On travaille aussi avec des associations, justement, qui peuvent travailler, elles, sur la vulgarisation et la médiation. On participe à certaines conférences, à certains salons, à la fête de la science. C'est de cette manière qu'on essaye d'aller vers le jeune public et les moins jeunes aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a des profs ici qui pourraient dire un mot sur ce qui existe éventuellement dans certains établissements? Est-ce qu'il y a une information? Est-ce qu'il y a un prof ou une prof? Vous êtes prof? Alors, vite. Micro. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais c'était un suivi à ma question. Donc faut passer là d'abord. Excusez-moi, monsieur. On revient vers vous après. Cet aspect-là, assez bref. Merci pour la réponse. Oui. Rémi Gautron, j'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, instituteur, professeur à la retraite, qui a fait un certain nombre, de propositions à des organismes comme Ifremer, comme le parc de Brière. Donc il y a des classes de mer, les fameuses classes transplantées. Il y a des classes Brière, d'eau douce, etc. Et il y a des intervenants qui, à la demande, d'abord, ils font des propositions. Il y a des centres permanents d'initiation à l'environnement qui interviennent dans les classes. Autrefois, tout ça a été fait par nos associations avec peu de moyens. Mais maintenant, ça existe. Donc, il faut qu'il y ait une demande aussi, c'est-à-dire que les enseignants se tournent vers, Jean-Claude Ménard, qui peut aller dans des lycées, des collèges, ce qu'il fait déjà. Mais moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure. J'espère que ça a répondu à votre question. C'est juste une précision. Et après, je me tais, je passe au micro. C'est sur le plomb. C'est moi qui vous le dis. Hein. Oui. Vous pouvez continuer. C'est une information locale et d'actualité. Vous avez eu raison de dire que, alors précision, c'est l'usine Eugène Kuhlmann, qui était sur le bord de la Loire à Paimboeuf, qui effectivement faisait que l'on pouvait mettre, c'était son rôle, du plomb dans les carburants à l'époque. Aujourd'hui, on a de l'essence sans plomb. Mais il y a eu aussi le retrait de tout le domaine public et de tout le domaine privé de la tuyauterie eau potable, eau usée en plomb. Maintenant, il ne devrait plus y avoir de plomb. Et j'en viens à ma conclusion. Les 6000 tonnes de plomb répandues dans la nature par an ne vient que d'une seule activité, et elle est de loisir, c'est les cartouches des chasseurs. Donc ça va être facile, et ce serait facile à régler, qu'il n'y ait plus de plomb ni dans le sel de Guérande, ni dans le coquillage, car tout le secteur est chassé. D'accord. Merci, monsieur. Et donc, monsieur? Oui. Si quelqu'un veut la parole, qu'il lève déjà la main, je saurai comme ça. Donc après, on ira là, et après, on ira là. Une interrogation d'ordre plus général. On parle souvent de pollueur-payeur. D'après ce que j'ai compris, il y a des substances nouvelles chaque année, tout le temps, qui émergent comme ça de l'industrie, des activités humaines. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé finalement de soigner ce qui pourrait être auparavant être évité, mais surtout, qui paye? En fait, c'est l'État, et l'État, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, les pollueurs ne payent pas, il ne me semble pas. Ils fabriquent des polluants, mais ils ne payent pas. Et c'est encore à l'État, effectivement, de faire des analyses et ensuite de faire des préventions. Est-ce que cette question est posée, quelque part? Parce qu'on parle, je dis encore une fois, de pollueurs-payeurs, pour des choses qui sont médiatiquement plus importantes. Mais là, il s'agit de micro- ou mano-organismes, quelque part, et qui paye? Alors, je pense que ça dépasse le cadre de l'Ifremer. Et nous, justement, notre rôle, c'est vraiment d'améliorer la connaissance, de donner des éléments de connaissance aux différents pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou plus local. Et après... Pour que les industries arrêtent de créer des nouvelles substances, là, franchement, je ne sais pas comment faire. Hein.
les faire payer. Alors là, ça résulte de politique nationale, mais même au-delà de politique européenne. On a bien vu que là, récemment, il y avait encore des discussions sur l'Europe, sur le glyphosate. L'État français n'a pas toujours la possibilité de légiférer sur ce qu'il veut, parce qu'il est, dans certains cas, je ne parle pas de cas spécifiques, mais dans certains cas, il est obligé de suivre des recommandations européennes. Bien. Bien, excusez. Mal, mais bien répondu, bien posé. En fait, autre intervention. Alors, voilà, je suis dans Patrimoine en Presqu'île et puis je suis indépendante par rapport à certaines choses. Et ça rejoint un peu ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Dominique Boccarossa. Et c'était justement savoir quel était votre rôle, et vous l'avez précisé. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient un peu comme des gendarmes pour l'eau et pour anticiper, parce que comme d'un côté, les industries se montent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient surveiller ce qu'ils font? Et justement, vous dites qu'il y avait des tas de nouveaux produits et que vous faites, on fait que colmater quelque part. Au niveau de la prévention, c'est ça qui est intéressant. Et quel est le seuil? Parce que les seuils, on sait que les seuils sont fluctuants, qu'on dépend aussi de Bruxelles. Et est-ce qu'on ne tolère pas un seuil trop important? Est-ce qu'en baissant les seuils, on pourrait avoir une action et justement, pollueur-payeur, dire voilà, ça suffit? Et votre rôle, vous avez dit qu'en fait, vous remontez vers l'État les informations, mais l'État, en même temps, quand il y a des entreprises qui s'installent, les maires, ils sont trop contents que ça crée de l'emploi, même si c'est de l'emploi de gens hyper spécialisés, donc ça ne donne pas forcément beaucoup d'emplois au niveau des locaux. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Merci. Alors, Merci. Ce que je pouvais dire, c'est que là, on a parlé du milieu marin, mais évidemment, il y a toute une réglementation et tout un suivi qui existe en eau douce. Et lorsqu'il y a un arrêté d'autorisation d'implantation d'un industriel, il relève aussi d'une certaine réglementation. Et pour le coup, les services de l'État peuvent lui imposer des suivis à la sortie des effluents de son usine sur les composés qui entrent en jeu dans ces process. Donc là, ça résulte encore d'autres mécanismes et d'autres acteurs. Et là, ça se passe au plus près de l'émission de la pollution. Donc nous, on arrive un peu en bout de chaîne pour essayer de détecter ce qui peut poser problème dans le milieu marin, mais heureusement encore qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent en amont, même si c'est sans doute insuffisant. Oui, bonjour. Entre le moment où vous faites un prélèvement d'un bivalve et le moment où le résultat d'analyse arrive, combien de temps s'écoule-t-il? Et entre le moment où vous avez donc ce résultat, combien de temps le site était potentiellement infecté? Alors là, c'est une vaste question. Alors, selon les paramètres, bien sûr, on ne met pas le même temps. Pour ce qui est de la microbiologie, on peut avoir le résultat dès le lendemain du prélèvement. À savoir que la microbiologie n'entraîne pas de fermeture immédiate, sauf cas extrême. En général, ça entraîne une mise en alerte pour suivre le phénomène. Pour ce qui est des phycotoxines, effectivement, dès dépassement du seuil, il y a un arrêté de fermeture direct. Donc là, ce sont les laboratoires Innovalis qui font les analyses. Donc en général, il y a des phases de pré-traitement de l'échantillon, des phases de vérification, etc. Donc en gros, je pense qu'ils peuvent sortir les résultats sous 2 jours. Après, la difficulté qui se passe, c'est que sur un secteur, par exemple, le laboratoire va avoir tous les échantillons de Loire-Atlantique à traiter. Donc, ce sont des analyses chimiques qui mettent en œuvre des machines assez complexes. Et que, donc, d'une part, on ne peut pas aller faire un prélèvement tous les jours pour suivre la contamination tous les jours parce que c'est humainement, matériellement impossible. Et également, même si on faisait des prélèvements 2-3 fois par semaine, il n'y a pas forcément matériellement non plus le temps de lancer des séries d'analyses plusieurs fois dans la semaine. Et donc, c'est ça qui fait que, globalement, il n'y a pas plus de résultats. De façon classique, il y a un résultat dans la semaine. De façon exceptionnelle, il peut y en avoir 2. Donc, on essaye de cadrer au mieux l'apparition
de la toxicité. On a vu que, comme ce sont des analyses chimiques, on voit aussi évoluer la contamination, et ce qui fait que dès qu'on a dépassé, donc en général la moitié de la concentration du seuil, on va avoir une attention beaucoup plus particulière sur le secteur pour essayer d'éviter que des coquillages potentiellement toxiques arrivent sur le marché. Non. Merci, Madame Tréguier. Moi, je poserais bien une question, j'ai le droit. On va se retrouver à 14h. Catherine, quelque chose? Oui, c'est une dernière question. Si vous parliez de l'eau douce, est-ce que c'est pareil au point de vue de l'affichage vis-à-vis de l'agriculture quand il y a des pollutions qui arrivent dans l'eau? Est-ce qu'il y a une alerte qui est envoyée ou il n'y a rien de fait? C'est pareil. Il y a les suivis. Alors les suivis en eau douce, c'est les suivis. Ce sont les ARS qui gèrent ça. Il y a les suivis eau potable, il y a les suivis eau de baignade, etc. Et donc ils sont basés un peu sur le même système qu'en milieu marin, lorsqu'il y a des détections. Et la police de l'eau. Qui, eux, ont parlé à un moment donné de pouvoir de police. Ce sont effectivement les services de l'État qui peuvent avoir un pouvoir de police. Et également, dans les DDTM, il y a des services qui sont donc ce qu'on appelait anciennement les AFMAR, les affaires maritimes, qui ont des agents assermentés, qui ont eux ont des pouvoirs de police. Nous, on n'a aucun pouvoir à ce niveau-là. Okay. Merci, Madame Tréguier. Merci à tous. Alors, tout là-haut, Catherine. Mais rapidement, parce que le sablier est vide. On se retrouve à 14h autrement, mais ce sera très très rapide. C'est juste une petite précision quand on évoque la pollution au plomb, notamment dans les zones humides, et qu'on sous-entend que la chasse aujourd'hui est un phénomène de pollution au plomb. Il faut quand même spécifier que depuis 2006, c'est interdit le plomb en chasse. Donc les chasseurs n'utilisent plus de plomb dans leurs munitions. Monsieur Gautron, la réglementation est très stricte. Oui, depuis 2006, c'est interdit. Il faut être précis. Oui. Après, il peut y avoir, comme dans tous les domaines. Non, mais, Monsieur Gautron, vous avez parlé. Non, chacun son tour. 30 secondes, expliquer les choses. Non, mais peu importe. Elle a le droit de dire des choses la réglementation fausses selon vous. Ça ne change rien. Je vous en prie, puis je coupe après. Oui, donc juste pour dire qu'en effet, depuis 2006, la réglementation est très stricte. Donc les chasseurs n'utilisent plus de plomb aujourd'hui au sein des zones humides. Merci. Alors, il y a aussi une décision. Allez. Bon. Il y a aussi un texte de cette année. Non, je t'en prie. Moi, je ne peux plus tirer du bras gauche. Non, sérieux, sérieux, tout ce que vous avez dit, tout c'est sérieux. On s'arrête là-dessus. Il y a un texte de 2023 aussi, sur le rapport entre le plomb, le chasse, etc., et la zone humide. Ça ne veut pas dire que c'est respecté, etc. Mais c'est un sujet... Non, mais en tout cas, je ne parle pas à votre place, ni à votre place, et je vous remercie tous les deux. Et donc, à 14h. Merci, oui. Madame Tréguier. Voilà, bon appétit, et à tout à l'heure. Merci.